Bonjour à tous. Donc c'est un plaisir pour moi de venir faire ce séminaire sur la diffraction de rayons X et de neutrons. Donc je suis enseignant-chercheur, pour ceux qui ne me connaissent pas, à Jussieu, mais je fais ma recherche ici au Collège de France. Alors je vais, au cours de cette prochaine heure, essayer de vous emmener en promenade des rayons X aux neutrons, avec trois parties. D'abord une partie où je vais m'intéresser et essayer de vous intéresser aussi aux rayons X en parlant de leur histoire. Je vais m'arrêter sur les affinements Rietveld qui permettent d'avoir des informations sur les structures et les microstructures des échantillons qu'on regarde. Et puis ensuite, je passerai à une deuxième partie qui concerne la diffraction de neutrons, toujours avec une partie historique, aussi histoire des techniques et puis détermination de structures nucléaires et magnétiques. Et enfin, la dernière partie de mon exposé, donc je m'intéresserai aux méthodes de pointe, tant pour décrire les composés, donc par exemple aller au-delà des affinements Rietveld en décrivant des structures lamellaires photées. Et puis je parlerai un petit peu de la révolution qui se passe actuellement au niveau de la production des rayons X avec le laser à électrons libres. Et je conclurai sur quelques défis que je pense intéressants à être relevés pour l'avenir. Alors, vous avez certainement beaucoup entendu parler des rayons X parce que c'était l'année de la cristallographie l'année dernière. Ils ont été découverts en 1895 par Röntgen et depuis ce temps-là, ils ont fait beaucoup de chemin puisqu'on les retrouve maintenant sur Mars. Il y a un petit diffractomètre X qui est embarqué sur le robot Curiosity que vous voyez ici et qui permet d'analyser les roches que l'on trouve à la surface de Mars. Alors, comment ont-ils été découverts? En fait, c'est en regardant, en regardant le tube de Crookes. C'était un tube qui permettait de générer un faisceau électronique. On appelait ça à l'époque le faisceau cathodique. Et en mettant un objet, par exemple une main, et derrière un écran fluorescent, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait aussi génération d'un autre type de rayonnement. Et on voit ici, par exemple, une radiographie qui est signée de Crookes. Alors, les rayons X, c'est une onde électromagnétique. Donc qui est plus énergétique que le visible et qui a pour caractéristique d'avoir des longueurs d'onde de l'ordre de 10-10 mètres, c'est-à-dire l'angstrom, qui est typiquement la taille des atomes, d'où son intérêt pour tout ce qui est l'étude de la matière cristallisée et des structures. Alors après la découverte des rayons X, ça a été très très vite. Röntgen a eu le prix Nobel une dizaine d'années après. Puis il y a eu les premiers clichés de diffraction de rayons X par Max von Laue, qui a eu le prix Nobel en 1914. Et l'année suivante, un autre prix Nobel à nouveau pour Bragg, père et fils. Donc tout ça, ça a donné lieu à un foisonnement de détermination structurale. Et tous les monocristaux qu'on pouvait avoir sous la main, donc par exemple le sel de cuisine, le carbone-diamant, ça a permis de déterminer en fait quel était l'agencement des atomes au niveau de tous ces objets qu'on connaissait très bien depuis très longtemps. Donc, par exemple, de déterminer la structure de NaCl ou du carbone-diamant. Alors, le principe de génération de rayons X, c'est le même que celui qui est, ou quasiment le même que celui qui est utilisé aujourd'hui dans nos laboratoires. En fait, on va chauffer un filament de tungstène, vous voyez ici en rose en haut. Ça va arracher des électrons qui vont être accélérés par une différence de potentiel. Et ces électrons vont heurter une plaque métallique, par exemple du cuivre ou du cobalt, et il va y avoir émission de rayons X. Alors si je dessine ici un atome par exemple de cuivre avec ses couches électroniques, lorsqu'on envoie les électrons sur cet atome, on va avoir d'abord les électrons qui ralentissent, et si on regarde les rayons X émis en fonction de la longueur d'onde, on va avoir ce qu'on appelle le Bremsstrahlung, le rayonnement de freinage, rayonnement polychromatique. Et puis pour certaines énergies, on va avoir émission d'un électron de la couche K qui va être comblé par un électron de la couche L qui va se désexciter et émettre un faisceau de rayons X dont l'énergie est caractéristique de la différence entre les niveaux d'énergie. Donc ça, c'est l'ARECA alpha qu'on utilise dans les laboratoires comme faisceau monochromatique. Et puis il y a aussi RECA bêta, désexcitation d'un niveau M à un niveau K, etc. Donc voilà à quoi ressemble maintenant un diffractomètre X. Vous voyez que la source de rayons X, donc c'est tout petit puisque le tube à rayons X donc, qui donne lieu à cette production de rayons X est ici. Vous voyez l'échelle par rapport à un tabouret.
Maintenant, on a aussi des sources beaucoup plus énergétiques. Hein. Vous avez certainement entendu parler du rayonnement synchrotron. Là, la production de rayons X se fait toujours pareil en passant par des électrons. On va accélérer les électrons ici, puis les faire rentrer, les faire tourner dans quelque chose qui est des portions linéaires, puis des portions courbées. Et au niveau des portions courbées, les électrons, lorsqu'ils vont tourner, vont émettre des rayons X. Et on va ensuite avoir les cabanes expérimentales qui sont derrière, sur la tangente à ce pseudo-cercle. Donc vous voyez que c'est des installations beaucoup plus grandes, hein, puisque vous avez ici une image du synchrotron Soleil avec la route. C'est des installations colossales, mais un gain en flux qui est très très important. Donc une grande brillance, ça permet de faire des choses avec une très bonne résolution. Là, pour le synchrotron, la longueur d'onde n'est plus spectroscopique, mais elle est ajustable avec un monochromateur. Ça a des avantages certains. Et donc, toutes ces spécificités font qu'on peut facilement travailler en des conditions non standards, de température, de pression, faire des mesures in situ ou résolues en temps, etc. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu plus en avant de ce qu'est la diffraction et comment on arrive à des structures en passant par les rayons X. Alors, si on envoie un faisceau de rayons X sur un échantillon, en plus d'avoir le faisceau direct, on va avoir une série de faisceaux diffractés qui vont être caractérisés par un angle de diffusion de θ. Et si on les regroupe sur un écran, on va pouvoir obtenir la figure de diffraction. Alors, ces angles de θ des faisceaux diffractés sont gouvernés par la loi de Bragg, où vous avez lambda, la longueur d'onde du faisceau de rayons X, puis les d, ce sont les distances interréticulaires qui sont typiques du matériau. Donc voilà pourquoi ici intervient en fait la structure du matériau. Alors si on a comme échantillon un monocristal, on va obtenir sur l'écran une série de tâches très 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 bien séparées. Et à ce moment-là, on va pouvoir très facilement résoudre la structure. Toutes les raies HKL sont bien distinctes. Et c'est à partir de là que toutes ces structures ont été résolues dès 1910 à peu près. Et c'est toujours la méthode de choix pour résoudre des structures à l'heure actuelle, c'est d'avoir un monocristal et puis de faire de la diffraction sur un monocristal. Alors maintenant, si on n'a pas de monocristal, si on a une poudre, on peut avoir d'autres choses, mais ce qu'on va recueillir sur l'écran comme figure de diffraction, c'est en fait une projection à une dimension de toutes ces raies de Bragg. Et on va obtenir des anneaux, vous voyez ici, et là, on va avoir en fait déjà une perte d'informations du fait de cette projection, mais en plus, on va avoir beaucoup plus de mal à séparer des raies qui sont pas loin l'une de l'autre. Hein, on va avoir des problèmes de superposition. Et là, pour le coup, la résolution de la structure va être difficile, mais elle n'est pas impossible, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, typiquement, on va tracer, en fait, plutôt que de montrer des choses comme ça, on va tracer en fait l'intensité en fonction de θ, soit en intégrant cette plaque image, hein, cette figure de diffraction, soit tout simplement, on va avoir un détecteur qui va croiser ces cercles ici. Alors, la première application la plus directe pour la diffraction sur poudre, et à partir de maintenant, je vais surtout parler en fait de diffraction sur poudre, hein, je vais laisser un petit peu tomber les monocristaux, c'est l'identification de phase. Et c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du robot Curiosity qui regardait, en fait, qui faisait de la diffraction de rayons X sur Mars. C'est vraiment pour déterminer, pour identifier les phases, parce que chaque cliché de diffraction va être typique de l'élément considéré. C'est comme un fingerprint, hein, c'est vraiment une carte d'identité. Si vous êtes allé l'année dernière au cours de Philippe Walter, qui était ici, donc qui a donné toute une série de cours sur les rapports entre l'art et puis beaucoup de techniques de caractérisation, il a parlé de ce retable d'Isenheim où il a pu analyser par diffraction de rayons X cette petite portion ici et à partir du diffractogramme montrer que ces pigments un petit peu gris avaient était en fait un mélange de trois pigments, la stibdine, l'hydrocérusite et la cérusite. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes puisque ça permet de comprendre la façon dont le peintre a travaillé, l'artiste a travaillé, les modes, l'approvisionnement des pigments, etc. Alors, au-delà de l'identification de phase, on peut aller beaucoup plus loin et la grosse révolution qu'il y a eu en diffraction de rayons X, c'est le Rietveld.
Alors vous avez ici une photo d'Hugo Rietveld. En 1969, il a eu l'idée de modéliser le profil des pics de diffraction de façon à aller beaucoup plus loin et de distribuer un programme d'affinement de moindre carré qui permet donc d'avoir des informations beaucoup plus précises sur la structure et la position des atomes dans la matière. Donc on voit ici Rietveld qui reçoit un prix suédois donc, de cristallographie. Alors l'idée du Rietveld, c'est d'avoir d'abord un modèle structural de départ, et ça c'est extrêmement important. Donc ce que j'appelle modèle structural de départ, c'est en cristallographie une maille, un groupe d'espace et des positions atomiques approchées. Donc ce modèle structural, vous pouvez l'avoir parce que vous avez un modèle structural qui vient d'un composé qui ressemble, qui est très proche, ou bien d'un minéral, ou bien d'un monocristal, ou bien dans la littérature, dans une base de données. Enfin, il y a plein de façons d'avoir un modèle structural de départ. Et l'idée du Rietveld, ça va être, pour l'échantillon que vous mesurez, votre échantillon, c'est d'avoir des positions atomiques très précises. Et donc là, on va obtenir un modèle affiné qui reflète exactement votre échantillon et non pas quelque chose de la littérature. Donc ça, c'est l'étape d'affinement de la structure. Alors, parfois, on n'a pas de modèle structural de départ parce qu'il n'y a pas de monocristal ou bien parce que... des fois, c'est des structures qui n'ont jamais été reportées, des modèles structuraux qui n'ont jamais été reportés. Et dans ces cas-là, il va falloir résoudre la structure. Et si la diffraction sur monocristaux est l'idéal pour résoudre la structure, quand on n'a pas de monocristaux, on peut quand même le faire par diffraction sur poudre, et c'est ce que je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Dans tous les cas, l'étape de résolution de la structure doit forcément se suivre d'une étape d'affinement de la structure si on veut avoir des choses intéressantes sur le composé. Alors, je vous ai dit que l'idée de Rietveld, c'était de modéliser le profil des pics de diffraction, et en fait, la raison, elle est très simple. Vous avez ici une portion de diffractogramme, et ce qu'on faisait avant, quand on n'avait pas d'affinement Rietveld, et qu'on avait des raies comme ça qui se superposent, on disait que la somme des trois réflexions, HKL, qui sont ici, c'était une intensité totale. Et puis, on se débrouillait avec ça, et ensuite, on faisait un affinement de la même façon qu'on le fait avec les monocristaux. Juste une liste de raies HKL et d'intensité. Alors, le problème, c'est qu'on perd énormément d'informations. D'abord, on perd beaucoup en termes de nombre de réflexions, et puis on n'utilise pas du tout le profil des raies. Alors, l'idée de Rietveld, ça a été en fait, en modélisant le profil, de pouvoir séparer les raies les unes des autres, vous le voyez ici, et donc on gagne énormément en informations, et en plus le profil contient des informations. Alors, vous avez ici, en fait, si on regarde un affinement Rietveld, je vous ai dit que c'était un affinement des moindres carrés, on a le nombre de coups calculés au point I, ça représenté par la courbe rouge, qu'on va essayer d'affiner en fonction du nombre de coups observés. En utilisant cette formule, ça va être la somme sur toutes les réflexions qui contribuent de l'intensité intégrée. Ici va être contenue l'information structurale, donc position des atomes, ou bien moment magnétique si on fait des neutrons, comme je vous montrerai plus tard, fois le profil, oméga de TI moins TH, ça c'est le profil. Le profil qu'on va contenir toute l'information microstructurale, défauts, taille des cristallites, microdéformation, et puis enfin un bruit de fond. Donc, connaissant cela, en fait, la puissance de Rietveld, vous la voyez ici, puisque je reporte le nombre d'articles qui citent Rietveld, les articles fondateurs de Rietveld en fonction des années. Ça a connu une croissance exponentielle qui s'est accompagnée d'abord de la divergence, aussi du développement des réacteurs nucléaires, puisque en fait, au neutron, les pics sont de forme gaussienne, ce qui est une fonction très très facile à manipuler. Donc d'abord, le Rietveld a été développé sur la diffraction de neutrons. Et puis ensuite, bien sûr, étendu aux rayons X et aux synchrotrons, etc. Alors, tous les exemples que je vais vous donner après sont liés, ou presque, aux matériaux pour électrodes, pour les batteries. Et de façon amusante, c'est un petit peu la même évolution qu'ont suivi les matériaux pour batteries, puisqu'on a à peu près, conjointement à Rietveld, le choc pétrolier, puis une croissance exponentielle des études sur les batteries lithium, puis les batteries lithium-ion dans les années 80. Alors, mon premier exemple, c'est sur un composé qui a été synthétisé au laboratoire l'année dernière. C'est un oxysulfate de fer. Et là, on était dans un cas où, justement,
il n'y avait pas de modèle structural reporté et impossible de faire des monocristaux. Donc on a résolu la structure à partir du diagramme de diffraction de rayons X. Et en plus, on était malchanceux parce que ce composé, il n'était pas pur. Il y avait des toutes petites impuretés de Fe2O3, mais ça n'empêche pas de résoudre la structure. Donc la première étape, c'est à partir de la position des pics de diffraction, de déterminer une maille, ici une maille monoclinique, qui est relativement grande puisqu'elle permet d'accommoder 4 formules unités dans la maille. La deuxième étape, c'est de déterminer le groupe d'espace. Ici, le groupe d'espace monoclinique, c'est I2 sur M. Et je voudrais mentionner la complémentarité toujours qu'on a avec d'autres techniques pour valider nos observations. Donc, ces 2 premières étapes ont été validées par diffraction électronique. On fait toujours des faisceaux d'indices pour essayer d'aller le plus loin possible. Et aussi, ça nous donne confiance pour nous lancer dans la détermination structurale. Donc, pour avoir un modèle structural initial, on peut utiliser, là c'est ce qu'on a fait, on l'a fait de 2 façons différentes. Soit à partir de méthodes directes, avec un logiciel qui s'appelle Expo, qui s'inspire de ce qui se fait en diffraction monocristal, soit avec des techniques de recuit simulé, où on va traiter les tétraèdres SO4 comme des groupes rigides, puisqu'on sait que les tétraèdres SO4 ont des distances SO et des angles OSO qui varient très très peu. Donc les traiter en groupe rigide, ça permet de réduire le nombre de paramètres et d'arriver quand même à une solution structurale, même si on n'a pas des données type monocristaux. Toujours pareil, on s'assure que le modèle structural initial est en accord avec toutes les autres informations qu'on peut avoir par ailleurs. Notamment ici, on a un composé qui contient du fer. Et le modèle structural qu'on a est en accord avec 2 sites cristallographiques pour le fer, fer3+, un site 1, un site 2. Et puis on a aussi la petite impureté dont je vous parlais tout à l'heure de Fe2O3. Alors une fois qu'on a ce modèle de départ, il convient de l'affiner. Et là, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc l'étape d'affinement, en fait, si on ne fait pas la table d'affinement, on va s'arrêter à un modèle où on a par exemple le fer 1 qu'on va laisser au centre d'un octaèdre. Là, l'oxygène est en rouge. Et vous voyez qu'ici, il y a des petits problèmes d'affinement. Les raies calculées en noir ne se superposent pas exactement avec les raies observées. Et donc la puissance de l'affinement Rietveld, ça va être justement en laissant affiner la structure, on va s'apercevoir que le fer s'excentre du milieu de l'octaèdre. Et vous voyez à quel point l'affinement est amélioré sur cette zone. Et ça permet de mieux comprendre le comportement électrochimique de ce composé, qui a la particularité en fait, de présenter 3 plateaux en oxydation. Donc la deuxième chose, là je vous ai parlé de la structure, avoir une structure très précise, donc des positions atomiques très précises, des distances interatomiques très précises. L'autre chose, c'est la microstructure. Donc par affinement Rietveld, on peut avoir à partir du profil des informations sur les tailles. Si on a des tailles de cristallites submicrométriques, on va avoir un élargissement des raies en 1 sur cosinus θ. Et puis aussi sur les contraintes, donc ce que j'appelle contraintes ou microdéformations, c'est des fluctuations de paramètres de maille. Et celles-ci vont élargir les raies en tangente θ. Donc comme on a une dépendance différente angulaire, on va pouvoir, si on a mesuré l'échantillon sur une gamme angulaire suffisante, on va pouvoir distinguer l'élargissement dû à des effets de taille et de celui dû à des effets de microdéformation. Alors en plus, on sait le faire soit sur des élargissements qui vont être isotropes, donc peu importe les directions cristallographiques, soit anisotropes, donc dépendance avec la symétrie de l'échantillon qu'on regarde. Et je veux juste montrer ici un exemple sur l'hydroxyde de nickel, NiOH 2 fois, qui est aussi fortement étudié dans les batteries nickel-cadmium. Vous avez ici sur la partie gauche un diffractogramme où vous avez des raies extrêmement fines et qui cohabitent avec des raies beaucoup plus larges et lorentziennes. Et donc ça, à partir de ce diagramme-là, en affinant le profil, on va pouvoir déterminer en fait que les cristallites sont des petites plaquettes perpendiculaires à l'axe C. Il y a aussi un article qui a été publié en 2012 qui est particulièrement joli parce qu'en fait, ils ont réussi à synthétiser de l'hydroxyde de nickel sous forme de donuts, des espèces de petites plaquettes avec un trou au milieu. Et là encore, vous voyez exactement de la même façon la dépendance des raies HKL qui présentent un profil très très différent, donc selon leurs indices, donc selon les directions cristallographiques qu'on regarde.
Le deuxième exemple, donc pour les microdéformations, bah, c'est sur un oxyde de néodyme et de nickel, où vous voyez que les raies 2,2H, par exemple 1,1,11, 3,3,11, etc., donc toutes les raies de type HHL vont être bien plus fines que les autres. Et ça, on peut le relier directement à la présence de microdéformations dans ce composé, qui vont être minimales selon la diagonale AB et maximales selon les autres directions. Donc ça permet aussi de contrôler un peu les voies de synthèse, parce que souvent ces microdéformations sont liées à la façon dont l'échantillon a été synthétisé, s'il a été trempé depuis la haute température, etc. Alors, les rayons X, c'est formidable, mais il y a quand même des petites limitations. Donc, je ne vous ai pas dit, mais je vous le précise maintenant, qu'en fait, les rayons X vont interagir avec le cortège électronique. Et donc, plus vous allez avoir un atome lourd, mieux il va diffracter. Or, par exemple, dans le domaine des batteries lithium-ion, l'acteur dans les batteries, c'est le lithium, et le lithium, il est tout au début du tableau périodique, donc il est quasiment transparent. D'autre part, une des compositions les plus étudiées comme matériau d'électrode, c'est ce qu'on appelle le NMC, c'est un oxyde de nickel, manganèse, cobalt. Et ces trois composés sont côte à côte dans la classification périodique, ce qui fait qu'au niveau diffraction, on ne va pas pouvoir les distinguer. Donc ça me permet d'arriver à la deuxième partie de mon exposé, la diffraction de neutrons. Donc ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez ici. Au niveau du facteur de structure, le facteur de diffusion atomique au niveau des rayons X, il va croître lorsque le nombre d'électrons augmente. Alors, l'intérêt des neutrons, la spécificité des neutrons, c'est que l'interaction ne se fait plus avec le nuage électronique, mais se fait avec le noyau. C'est pourquoi on parle de structure nucléaire. C'est les structures cristallographiques, mais déterminées à partir des neutrons. Alors, aux neutrons, en fait, la phénoménologie est exactement la même, sauf qu'on va remplacer le facteur de diffusion atomique par la longueur de diffusion cohérente. Et elle peut être positive ou négative. Elle ne dépend pas du tout de la position dans le tableau périodique. Et elle va dépendre aussi de l'isotope. Ce qui fait que, pour prendre une analogie, si vous regardez une boîte de soupe aux rayons X, vous allez la voir selon, par exemple, 2 couleurs. Et si vous regardez la même boîte de soupe aux neutrons, en jouant sur les isotopes, vous pouvez le voir sous différents angles. Donc ça permet d'avoir, c'est très complémentaire, ça permet d'avoir une autre vue sur la même structure. Alors, un exemple, c'est quelque chose que nous venons de finir au laboratoire. C'est un oxalate de fer hydraté. On a pu, par diffraction de rayons X, donc là c'est pareil, c'est à la fois une résolution de structure et un affinement de structure. À partir de diffraction de rayons X, on a pu déterminer un modèle structural où on a ici les groupements oxalates, C2O4, le fer en bleu, les oxygènes donc, sont en rouge, et puis les oxygènes de l'eau, puisque c'est un hydrate, je les ai mis en rose pour les distinguer. Sauf qu'aux rayons X, évidemment, on ne peut pas déterminer les hydrogènes, puisque l'hydrogène est trop léger. Donc on a fait de la diffraction de neutrons sur exactement le même échantillon. Et là, ça a permis de révéler la position des hydrogènes, donc l'orientation des molécules d'eau. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de mettre en évidence des liaisons hydrogènes qui expliquent pourquoi la structure existe et pourquoi elle est stable. D'autre part, un deuxième exemple, c'est l'affinement de la structure de LiMn2O4. Donc LiMn2O4, c'est un matériau d'électrode positif pour les batteries lithium-ion. Et par diffraction de neutrons, comme on est sensible aussi fortement à l'oxygène, qui est relativement léger, on va avoir des distances métal-oxygène très très précises. Et vous avez ici, à haute température, 350 Kelvin, des distances manganèse-oxygène qu'on a affinées et dont la distance est typique de manganèse 3,5+. Maintenant, si on descend en température, on s'aperçoit qu'on va obtenir plusieurs sites cristallographiques. Certains, donc pour le manganèse, certains vont présenter des distances MnO relativement longues et on va avoir en fait formation d'un octaèdre distordu, donc ça c'est typique de l'effet Jahn-Teller du manganèse 3+. À l'opposé, on va avoir certains sites cristallographiques qui vont présenter des distances manganèse-oxygène beaucoup plus courtes, typiques du manganèse 4+. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible aux rayons X, puisque aux rayons X, on va être dominé par le manganèse. On aura une bien moins grande sensibilité aux distances MnO qu'on ne peut l'avoir aux neutrons.
Donc ce travail c'est crucial pour les applications parce que finalement ça permet de comprendre des choses. Ici pour LiMN2O4, ça a permis de comprendre que la transition qui est à l'ambiante, ici c'est en 1 sur T, la température ambiante est là. À haute température, en fait, on a du 3,5 plus pour l'état d'oxydation du manganèse et à basse température, on a mise en ordre des charges manganèse 3 plus, manganèse 4 plus. Donc en fait, on a une transition qui est analogue à la transition Vervet qui est dans la magnétite. Voilà, donc je vous ai parlé beaucoup de diffraction de neutrons, mais je ne vous ai pas encore dit ce que c'était. Donc en fait, les neutrons ont été découverts par Chadwick en 1932. C'est à la fois une particule et une onde, donc ils ont un temps de vie d'à peu près 14 minutes, et ils portent un moment magnétique de moins 1,91 μN, et ce sera important pour tout ce qui est structure magnétique, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, lorsqu'on regarde la diffraction de neutrons, on peut avoir des neutrons froids, des neutrons thermiques ou des neutrons chauds. Donc, la différence, c'est seulement l'énergie qu'ils vont avoir. Pour tout ce qui est application cristallographique, on s'intéresse à des neutrons thermiques puisqu'ils ont une longueur d'onde de l'ordre de l'angstrom, donc de l'ordre de la taille de l'atome. Alors, une dizaine d'années après la découverte du neutron, il y a eu la première construction d'un réacteur nucléaire à Oak Ridge aux États-Unis. Donc en fait, c'était dans le cadre du projet Manhattan, comme le montre cette plaque. Et ce réacteur donc, a divergé en 1946. Alors, au niveau français, c'était en 1948, juste après, sous l'impulsion de Frédéric Joliot-Curie. Le premier réacteur nucléaire français, c'était la pile Zoé pour 0 oxyde d'uranium, qui était le combustible, et eau lourde, qui était le modérateur. Et donc, elle se trouvait au fort de Châtillon. Alors, finalement, pour produire des neutrons, en fait, il y a 2 possibilités. Je vais surtout parler des sources continues, réacteurs nucléaires. On va prendre un noyau d'uranium 235 sur lequel on va envoyer un neutron, et on va avoir des... Je vais essayer de faire marcher ce truc-là, mais en fait, j'ai pas la... Je vais voir si ça marche. Voilà. Hop, l'atome d'uranium se scinde en fission products, produits de fission, et puis on va avoir 2 ou 3 neutrons créés. Donc finalement, on consomme un neutron, on en crée 2 ou 3, c'est pas beaucoup, c'est très peu efficace, et ce qui fait qu'en fait un réacteur nucléaire, ça va émettre autant de neutrons qu'une dynamo de vélo va émettre de photons. Donc c'est-à-dire très très peu. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer assez de neutrons pour faire de la diffraction de neutrons, il va falloir des très très grosses installations, et il va falloir sacrifier la résolution au profit de l'intensité, souvent. Donc en France, on a 2 réacteurs nucléaires dédiés à la recherche qui fonctionnent actuellement. Orphée, qui est géré par le CEA Saclay, au laboratoire Lyon-Brillouin, et puis un réacteur européen, l'Institut Laoué-Langevin, qui est à Grenoble. Et la France fait partie d'un consortium européen pour créer une source à spallation européenne qui devrait démarrer dans les années 2020 en Suède, à Lund. Donc finalement, voici une vue du réacteur de l'ILL à Grenoble. Vous avez ici le dôme du réacteur, et cette photo montre le cœur du réacteur. Vous avez l'effet de Cherenkov qui donne cette lumière bleutée, et donc cette piscine d'eau lourde qui va permettre de thermaliser les neutrons qui sortent du combustible qui est ici au milieu. Alors quand je dis thermaliser, c'est-à-dire leur donner une longueur d'onde de l'ordre de l'angstrom. Donc un diffractomètre de neutrons, ça fonctionne de la façon suivante. On a les neutrons qui viennent du réacteur. Ils vont être monochromatés, donc on va choisir une longueur d'onde avec un monochromateur. Puis le faisceau de neutrons est guidé jusqu'à l'échantillon. L'échantillon diffracte, et on va récupérer la figure de diffraction dans un détecteur, qui généralement est très très grand, puisque déjà qu'on n'a pas beaucoup de neutrons, on essaye de récupérer le plus de neutrons possible, donc on prend des très gros détecteurs. C'est le nom du diffractomètre à l'ILL, à l'Institut Laoué-Langevin. Il s'appelle comme ça. Donc vous voyez ici ce que ça donne en réalité. Vous avez ici l'image, la taille d'une personne. Les neutrons viennent d'ici. Dans la casemate ici orange, on va voir le monochromateur, donc faisceau de rayons X ensuite monochromatique. L'échantillon se trouve ici au milieu
à l'intérieur, dans le cryostat qui est orange, et le détecteur, c'est cette grosse partie verte ici. Donc vous voyez que c'est des installations qui sont colossales. Voici un autre diffractomètre, donc D20 c'est le nom d'un autre diffractomètre, et vous voyez ici la taille d'une personne, et ce détecteur ici, le détecteur c'est tout ce qui est blanc ici. Alors on peut le voir ici lorsqu'il avait été construit. Vous voyez que c'est un détecteur qui fait 2-3 mètres. Donc tout ça, c'est vraiment le fait qu'on a très peu de neutrons, les sources de neutrons sont très peu intenses, qu'il va falloir des installations colossales. De la même façon, il faut des échantillons en grande quantité. Ici, c'est une photo du monochromateur graphite qui permet de sélectionner la longueur d'onde. Et puis ici, c'est un collimateur radial oscillant qui va permettre de ne regarder en fait que ce qui est au milieu du détecteur. Parce que les neutrons, en fait, et ça c'est une grande force des neutrons, c'est qu'en fait ils vont traverser toute la matière. Donc ils vont jamais, enfin, il y a très peu d'éléments qui vont les arrêter. Ce qui fait que c'est très simple de faire des manips sous des conditions spécifiques. Puisqu'ils vont traverser l'acier, donc on peut faire des cryostats, des bobines, ils vont traverser tout ce qu'ils trouvent. Et de façon à ne voir que l'échantillon, ensuite on met un collimateur pour éliminer toutes les pics qui vont venir de l'acier ou des autres choses. Alors, là, je vous ai parlé un petit peu d'interaction nucléaire. Une spécificité des neutrons, c'est qu'en plus de l'interaction nucléaire, il va y avoir phénomène de diffraction magnétique, puisque le neutron porte un moment magnétique, et si le composé qu'on étudie comporte aussi un élément qui porte un moment magnétique, il va y avoir un phénomène d'interaction de type dipolaire. Alors, tout de suite, on voit ici Clifford Scholl, qui est un des pionniers de la diffraction magnétique, qui fait des expériences. Et la première résolution de structure magnétique, c'est venu dès le début, donc en 1949, avec la résolution de la structure magnétique de MNO. Et vous voyez ici à haute température le diagramme nucléaire, et puis à basse température des pics qui sont typiques des interactions magnétiques, et puis qui permettent de déterminer la structure magnétique du MNO, de l'oxyde de manganèse. Donc vous avez ici un carnet de notes de Louis Néel qui vérifiait justement les articles de Scholl, et puis qui dessinait la structure magnétique un petit peu comme ça. Donc finalement, qu'est-ce que c'est en fait, comment ça marche exactement? Ben, en fait, on va regarder des structures. Pour avoir de la diffraction magnétique, il faut avoir des structures où on va avoir des électrons non appariés. Quand je dis interaction magnétique, hein, c'est vraiment le moment magnétique porté par les électrons. Donc par exemple, si on a un nickel 2+, c'est un D8, on va avoir 2 électrons non appariés, et ça, on va l'assimiler à un moment magnétique selon cette formule. Et donc, on va représenter ça selon un petit vecteur. L'idée, ça va être de regarder la direction et puis la valeur du moment magnétique porté par ces métaux de transition. Souvent, c'est des métaux de transition. Alors, si on est dans un état paramagnétique, souvent à haute température, les moments magnétiques vont tourner dans tous les sens. Et en moyenne, on va avoir une moyenne 0, donc on ne va pas avoir de phénomène de diffraction magnétique. Si par contre, on est à basse température et qu'on a un composé qui s'ordonne de façon antiferromagnétique, eh bien vous voyez que les moments magnétiques vont créer un ordre à longue distance. Et ça va donner lieu à des pics magnétiques. Vous avez ici un diffractogramme fait en température. À haute température, domaine paramagnétique. À un moment, on passe la transition de Néel et puis on va avoir des pics de diffraction magnétique qui poussent et qui vont permettre de résoudre la structure magnétique. Alors, il y a plusieurs cas très simples. Les cas les plus simples, c'est un composé qui est entièrement ferromagnétique. Tous les moments sont parallèles et dans la même direction. Ou alors, antiferromagnétique, on va avoir une succession de moments plus et de moments moins, comme je l'ai montré à droite. Mais souvent, les structures magnétiques sont beaucoup plus complexes parce qu'il va y avoir des interactions en compétition, parce qu'il va y avoir de la frustration. Et on peut observer des structures magnétiques sinusoïdales. Alors, vous avez ici le moment magnétique dont la norme varie selon une sinusoïde. Le moment varie lorsqu'on passe d'un atome à l'autre, d'une maille à l'autre. Ou alors, ou des structures cycloïdales, comme vous le voyez ici. Puis il en existe d'autres, des structures hélicoïdales, des choses comme ça. Alors,
connaître les structures magnétiques, bah, c'est très très important. Ce n'est pas juste un plaisir intellectuel, c'est très important pour comprendre tout ce qui sont les matériaux aux propriétés fonctionnelles importantes. Donc tout ce qui est multiféroïque, j'en ai listé quelques-unes, multiféroïque, magnétoélectrique, supra, thermoélectrique, les isolants topologiques, etc. Alors je vais repasser à un exemple qui est encore un matériau d'électrode pour batterie, LiFeBO3, borate de lithium et de fer. C'est un composé qui connaît beaucoup de recherches en ce moment parce qu'il a une capacité théorique très importante. Alors, vous voyez que si on fait de la diffraction de rayons X, ici ce sont des données synchrotrons, et qu'on veut regarder la structure, ben en fait, le lithium, le bore et l'oxygène, c'est des éléments qui sont en haut du thalbon périodique, ils n'ont pas beaucoup d'électrons, et en fait, on a un diagramme de rayons X qui est dominé par le fer. Alors, l'idée, ça va être de passer à la diffraction de neutrons, comme on avait fait tout à l'heure avec l'oxalate ou le LiMn2O4. Seulement, le bore, c'est l'élément qui absorbe le plus les neutrons. Et c'est un constituant, c'est pour ça que c'est utilisé comme constituant pour les barres de contrôle qui permettent de réguler la puissance des réacteurs. Donc on ne peut pas utiliser le bore naturel, il absorbe beaucoup trop, et on ne verrait rien, en fait rien ne rentrerait dans le détecteur. Donc pour ça, on va jouer sur la substitution isotopique. Et au lieu de prendre du bore naturel qui contient du bore 10, on va refaire la synthèse de LiFeBO3 avec du bore 11. Et puis, quitte à refaire la synthèse, on va aussi faire la synthèse avec du lithium 7, qui est aussi moins absorbant que le lithium 6, qui l'est aussi un petit peu. Et finalement, en faisant de la diffraction de neutrons sur ce composé avec ces isotopes, on va pouvoir avoir une vision finalement très très précise de la structure. Vous avez ici la spécificité de ce composé, qui est que le fer n'est pas au milieu d'un octet d'oxygène comme la plupart des oxydes de fer, mais au milieu d'une bipyramide à base triangulaire, FeO5. Et donc ça permet en fait la diffraction de neutrons permet de localiser les sites du lithium de façon précise. Ici, on a une carte de Fourier qui révèle l'existence de 2 sites cristallographiques proches pour le lithium. Alors, on ne s'arrête pas là. En fait, ici, le fer, c'est à l'état d'oxydation 2+. Donc, il y a des électrons non appariés. Et justement, si on regarde la susceptibilité magnétique de ce composé en fonction de la température, on s'aperçoit qu'en dessous de 50 K, on va avoir apparition d'une transition antiferromagnétique. Et effectivement, si on fait de la diffraction de neutrons en descendant la température, on voit apparaître d'abord un premier état intermédiaire ici, puis d'autres pics de diffraction magnétique ici en dessous de la température donnée L. Donc là, on peut ainsi accéder à la structure magnétique, et c'est particulièrement intéressant du fait que dans ce composé, le fer est dans un environnement, donc bipyramide trigonale, qui est assez inhabituel. Alors, je vais passer à la dernière partie de l'exposé. Donc, c'est un petit peu les méthodes de pointe. Donc, la dernière partie, je voudrais vous parler d'abord de ce qu'on peut faire en allant au-delà du Rietveld. Puis, je vais vous parler un petit peu plus d'instrumentation et des espoirs que ça peut donner pour la diffraction. Alors, la première chose, c'est, je vous ai déjà dit qu'à partir du profil des raies en diffraction, on pouvait accéder à la taille des cristallites et aux micro-contraintes. Seulement, il n'y a pas que ça comme défaut dans les matériaux. On peut avoir aussi des parois d'antiphase, des lacunes, des fautes d'empilement, etc. Et tout ne peut pas être traité par le Rietveld, notamment les fautes d'empilement. Et dans les matériaux d'électrode, on regarde souvent des structures lamellaires. Et les fautes d'empilement, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui revient très fréquemment. Alors pour avoir des informations là-dessus, en fait, on va regarder la structure d'une façon différente de ce à quoi on est habitué. On va, plutôt que de regarder la structure, alors vous voyez ici la structure, le caractère lamellaire, hein, les couleurs des atomes, en fait vous avez des atomes qui forment des couches. Et plutôt que de regarder ça avec une maille et un groupe d'espace, on va regarder ça selon des couches superposées avec des vecteurs d'empilement. Donc pour décrire cette structure, on va partir d'une couche 1, et puis on va décider qu'on va empiler cette couche 1 suivant un certain vecteur, avec une certaine probabilité, et puis ensuite un autre vecteur, si on a une faute d'empilement, qui lui aura une probabilité différente.
Et donc ainsi, on va construire, donc là je mets le vecteur 1, et puis là je mets une faute d'empilement, puis je reprends mon empilement habituel. Donc on peut avoir donc, par diffraction des informations là-dessus, et là je vous donne un exemple d'un composé sur lequel on vient de travailler. Dans ce cas-là, en fait, on a un oxyde de lithium, de fer et d'antimoine, et pour les couches d'atomes qui sont grises ici, on va avoir un mélange lithium-fer-antimoine. Donc la vision classique de ce composé, et ce qui a été publié dans la littérature, c'est que cette couche, si je regarde perpendiculairement, je vais avoir l'antimoine qui est sur des sites bien définis, et puis je vais avoir le lithium et le fer qui se partagent des sites cristallographiques avec une distribution statistique. Donc en fait, l'antimoine au milieu d'un nid d'abeilles de lithium et de fer. Alors, si on regarde l'affinement par diffraction de rayons X traditionnel, ça ne marche pas trop mal, effectivement, donc ça veut dire qu'on est quand même proche de la solution. Mais si on fait un zoom sur la partie rose, on voit qu'il y a certains pics qui ne sont pas bien pris en compte. Notamment, au niveau du profil, ici on a des pics qui sont beaucoup plus larges que les pics calculés en bleu. Hein, les pics expérimentaux, c'est les points noirs, ce qui est caractéristique de faute d'empilement. Alors, avec cette approche de couches et de vecteurs d'empilement, on va pouvoir améliorer énormément l'affinement et pouvoir donner des informations quantitatives sur la quantité de fautes d'empilement et les vecteurs associés. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des informations quantitatives. Alors, ce que je vous montre ici, c'est à partir des rayons X. Donc, effectivement, à partir des rayons X, on a bien cette distribution lithium-fer sur le même site et puis l'antimoine au milieu d'un nid d'abeilles. Bon, on s'est dit, est-ce que finalement ça suffit ou pas? Donc on a passé exactement le même composé en diffraction de neutrons. Et là, ce dont on s'est aperçu, c'est que le modèle ne permettait pas d'affiner bien la diffraction de neutrons. Vous voyez ici des petits problèmes dans l'affinement où le diagramme calculé en rouge diffère du diagramme observé. Et ça veut dire que finalement le modèle qui était publié, le modèle qu'on obtient par les rayons X, il est faux. En tout cas, il est incomplet. Il ne reflète pas la réalité. Et on a pu obtenir un bien meilleur affinement en gardant toujours les fautes d'empilement, bien sûr, mais en mettant le lithium, le fer et l'antimoine, chacun sur des sites ordonnés. Et vous voyez ici, vous pouvez apprécier l'amélioration du fit. Et donc ce modèle-là, où on n'a plus cette distribution de statistiques, permet rend compte à la fois des données X et neutrons, donc, et certainement ce qui est beaucoup plus témoin de la réalité de l'échantillon. Alors, je veux passer maintenant à quelques techniques un petit peu plus de pointe. Alors, on peut faire de l'in situ, donc on peut en faire dans plein de domaines, hein, en changeant la température, en changeant la pression, en étudiant des réactions qui sont en fonction du temps. Moi, je continue à m'intéresser aux matériaux d'électrode, donc là, je vous montre ce qui peut se faire en termes de diffraction in situ au laboratoire sur des batteries. Donc ici, on a une cellule électrochimique, et ce n'est pas tellement de pointe parce qu'en fait, ça se fait de façon routinière au laboratoire. On va pouvoir regarder le comportement in situ et en temps réel d'une électrode de batterie lithium-ion au laboratoire, avec, lorsqu'on fait rentrer et sortir les lithiums de la structure, on voit l'évolution des diagrammes de diffraction X et on va pouvoir identifier les phases qui se forment et pouvoir suivre en fait, le comportement, l'évolution structurale lorsque le lithium rentre et sort de la structure. Alors ça se fait aussi sans problème au synchrotron. Ici, par exemple, on n'est plus en réflexion, mais on va avoir en fait la cellule qui est montée ici, et ici elle est agrandie. On va être en transmission, et puis on va recueillir le diagramme de diffraction X sur un détecteur 2D, ici, puis qu'on va pouvoir ensuite intégrer pour faire des très jolies figures comme ça, où on va voir l'évolution des diagrammes de diffraction X au cours de la charge et de la décharge. Alors ça se fait aussi aux neutrons. En fait, quasiment tous les centres neutroniques ont développé avec leurs utilisateurs des moyens de faire des neutrons in situ dans les cellules électrochimiques. Vous avez ici une possibilité avec des cellules qui s'inspirent de la Swedge-Lock où on va mettre la poudre qui nous intéresse, par exemple le matériau d'électrode positif, dans un container TIZR. Donc TIZR,
le choix, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un alliage zéro matrix, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de pic de diffraction. Donc il est transparent aux neutrons. Ou alors ici, des tests avec une batterie plastique. Mais donc tout ça, on va être limité en fait par la statistique et par le nombre de neutrons, enfin la statistique qui reste à améliorer, comme je rappellerai dans la conclusion. L'autre chose que je voulais mentionner pour finir l'exposé, c'est qu'on est actuellement face à un saut technologique, enfin on connaît un saut technologique au niveau des rayons X, c'est le laser à électrons libres. Donc je vous ai parlé pour les sources de rayons X des sources de laboratoire, donc maintenant elles sont répandues de partout. Il y a les sources synchrotrons, mais il y a aussi le laser à électrons libres avec une source qui est déjà en fonctionnement à Stanford et une source européenne, XFEL, qui est en construction actuellement à Hambourg et qui devrait être opérationnelle vers 2017. Vous voyez ici la localisation de la source, la future source à Hambourg. Et en fonction de la taille des bâtiments, vous pouvez voir en fait la taille de l'installation qui est colossale. C'est sur plusieurs kilomètres. Donc ici, le principe, ça va être de générer des rayons X toujours à partir des électrons. Donc on va avoir d'abord des électrons qui vont être accélérés sur plusieurs kilomètres avec des accélérateurs. Donc ça, c'est des vues d'artistes. Hein. Puis, une fois que les électrons vont être très rapides, on va les faire passer dans des onduleurs qui sont une succession d'aimants qui sont orientés de telle façon que le paquet d'électrons va se mettre à osciller et à osciller en phase. Et le fait que ce soit en phase, ça va permettre, en arrivant ici, de relarguer des rayons X et on va obtenir un faisceau de rayons X qui est cohérent, donc qui est du même style que les lasers, donc qui va être 1 milliard de fois plus puissant, plus brillant que les sources de labo. Et donc ça va faire une source de rayons X donc, cohérente et pulsée. On va avoir 27 000 pulses de rayons X par seconde et chaque pulse va durer entre 20 et 100 femtosecondes. Donc ça va permettre d'étudier tout ce qui est l'infiniment petit, puisqu'on va avoir une brillance très très forte, ou ce qui est infiniment rapide, puisqu'on a des pulses très très courts. Et donc des applications dans différents domaines, structure des biomolécules, des virus. Donc là, à Stanford, par des données de Stanford, Kornberg a reçu le prix Nobel en 2006 pour avoir résolu la structure de l'ARN polymérase qui contient 30 000 atomes. Et vous voyez le principe, c'est qu'en fait, on va envoyer un jet, enfin des cristaux dans un espèce de jet continu. Quand les cristaux vont être heurtés par les rayons X, le faisceau cohérent de rayons X, ils vont être détruits immédiatement, mais on espère qu'on aura le temps d'avoir un cliché de diffraction. Donc on en envoie une quantité incroyable pour espérer que sur les milliers qu'on envoie, on aura un cristal qui aura eu le temps de bien diffracter, qui sera dans la bonne orientation pour pouvoir obtenir des informations structurales. Alors ça permet aussi de regarder, puisque c'est une source pulsée, tout ce qui est intermédiaire réactionnel dans les réactions chimiques et matière hors équilibre, par exemple, notamment en sciences de la Terre, tout ce qui est composés qui ont été mis à des très très fortes températures ou des très très fortes pressions. Alors, je voudrais conclure sur les défis qui, à mon sens, restent à relever. Donc, je vous ai parlé de l'in situ, et là, je vous montre un diagramme in situ, peu importe le paramètre qu'on varie, hein, que ce soit le temps, l'humidité, la pression. Ça permet, en fait, pour moi, un des défis, ça va être d'acquérir des données qui vont pouvoir être affinées au-delà du qualitatif. Pour l'instant, toutes ces données in situ, on reste trop souvent dans le qualitatif, ou alors avec une analyse, mais les composés qu'on va pouvoir analyser sérieusement, ce sont des composés qui vont être relativement simples d'un point de vue cristallographique. Et on ne va pas pouvoir faire de l'in situ sur des composés dont la structure cristalline est très complexe. Alors, pour ce qui est du domaine des batteries, donc toujours pour l'in situ, les problèmes qu'on rencontre et qu'il faudrait résoudre, c'est que lorsqu'on fait de la diffraction de rayons X, que ce soit au labo ou en synchrotron, on doit utiliser une fenêtre de beryllium pour laisser passer les rayons X, mais cette fenêtre, elle absorbe. Elle n'absorbe pas forcément de la même façon qu'on soit à bas angle ou à grand angle, donc du coup ça va modifier un petit peu les données. On a aussi des problèmes d'homogénéité de la cellule.
Alors au neutron, le défi qui reste à relever, ça va être surtout d'avoir une meilleure statistique. Aussi, puisque les neutrons voient tout, ben, en fait, la poudre qu'on va analyser à l'intérieur d'une cellule électrochimique, elle va être imprégnée d'électrolytes. Et l'électrolyte, lui, va donner un bruit de fond conséquent aux neutrons. On va avoir le problème de comment le soustraire, comment récupérer l'information de façon fiable, sans qu'elle soit seulement qualitative. Et donc ça, c'est vrai pour les batteries, mais c'est vrai pour toutes les autres techniques d'in situ. Les défis vont amener le XFEL dont je viens de vous parler, bon, ceux-là ils sont nombreux parce que c'est une révolution qui est en marche, donc il va y avoir plein de défis à relever, notamment, et ça je vous l'ai mentionné un tout petit peu tout à l'heure, parmi toutes ces données qu'on va accumuler, tous ces pulses qu'on va accumuler, les stocker, les analyser, en fait il va falloir avoir de l'électronique qui permet d'enregistrer ça de façon assez rapide et de développer les outils pour analyser. Parce que si on se retrouve finalement au bout d'une journée de manip avec 50 000 ou 100 000 spectres, il va falloir se poser la question de comment les analyser, comment choisir, comment discriminer pour choisir les bons et obtenir l'information structurale. Donc la révolution qu'on connaît avec les rayons X, malheureusement pour l'instant on ne la connaît pas avec les neutrons. Aux neutrons en in situ, on peut descendre au mieux à la seconde. En fait ça va dépendre de comment les composés vont diffracter. Et là on n'a pas de saut technologique en vue, c'est-à-dire qu'on doit faire avec. Et donc faire de l'in situ et pouvoir en tirer des informations quantitatives, ça reste un très grand défi. Donc il y a une possibilité, quand on a des transformations qui sont réversibles, ça va être de faire la transformation un certain nombre de fois de façon à accumuler en statistique. Par contre, si on regarde des transformations qui sont irréversibles, là on est bloqué. Donc ça c'est un des défis qui reste à relever pour l'avenir. Donc voilà, donc je voulais remercier tous mes collaborateurs pour tous les exemples que j'ai choisis d'illustrer. Et puis, je vous remercie pour votre attention.